quelqu'un qui se connecte. Parfait. Parfait. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur cette session webinaire dédiée à l'IA générative pour les tests logiciels. Donc, elle sera animée par Mehdi, donc expert en tests logiciels et expert en IA pour les testeurs logiciels. Donc, cette session, donc, elle va durer 1 heure. Pardon. Tac. Donc, cette session, elle va durer 1 heure à partir de maintenant. Donc, il y aura une partie présentation. Donc, on va vous présenter le sujet. Pardon, excusez-moi. Un écho, ouais. Ouais. Je reprends. Donc, il y aura une partie présentation et après, en fait, il y aura une partie questions-réponses qui sera liée à notre session aujourd'hui. Ou bien, en fait, si vous voulez, des ouvertures par rapport donc, à l'IA pour les testeurs. Euh, on va passer au slide, prochain slide. Merci, Mehdi. Donc, rapidement, en fait, Elitech, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, organisme de formation, on est basé à Paris, spécialisé dans l'IT, les tests logiciels, gestion de projet, l'IA générative et la data. Donc, on fournit en fait des formations en présentiel, en distanciel, en e-learning et des formats hybrides. Et aussi, on a différentes approches en fait qu'on a pensé. En fait, on a même des approches personnalisées pour certains clients. On a des approches en cours de soir. On a des approches aussi et des méthodes, voilà, donc adaptées au grand compte. Donc, ça dépend de votre cas. On peut vous fournir la réponse spécifique et adaptée. Aujourd'hui, on va voir ensemble donc l'agenda. Donc, pourquoi l'IA change le test logiciel aujourd'hui et quels sont les cas d'usage concrets pour les testeurs. Ensuite, on va passer sur les bases de prompt engineering. Et après, quatrièmement, on va voir les risques, les limites et les bonnes pratiques. Parce que c'est bien d'avoir l'intelligence artificielle et l'utiliser, mais il faut être conscient de ces risques-là. Et on va finir, comme on a dit, en fait, par une session questions-réponses pour répondre éventuellement à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas tout au long de la session, en fait, si vous avez aussi des questions, des interventions, vous pouvez en fait lever la main. En fait, vous avez la petite main sur Google Meet. Vous levez la petite main et après Mehdi, il va voilà donc vous laisser la parole pour intervenir. Comme ça, en fait, voilà donc pas de perturbation. Sinon, en fait, si la question elle peut attendre, on va laisser à la fin par la session questions-réponses. N'hésitez pas à enrichir aussi, si vous avez aussi des retours d'expérience de votre côté, n'hésitez pas à enrichir comme ça, ça va être bénéfique pour tout le monde. Je vous laisse donc entre les mains de Mehdi et après, moi, je reprends à la fin sur la partie questions-réponses. Merci, Mehdi. Et ça, voilà, bonjour tout le monde. Ok, alors du coup, l'application de l'IA générative pour le test logiciel. Ben, déjà, en fait, nous avons en fait un cadre, ok, à savoir celui de l'ISTQB. Pour ceux parmi vous qui sont déjà certifiés ISTQB, vous connaissez que le schéma de certification ISTQB, il offre en large éventail de certifications. Parmi elles, ok, il y a ceux qui traitent l'IA. Parce que l'IA, en fait, il y a deux certifications. Il y a le fait de tester les systèmes d'IA, ce qu'on appelle AI testing. Et nous avons en fait ce qu'on va venir parler aujourd'hui, à savoir en fait utiliser l'IA générative pour le test logiciel. Ben, à la fin de ce webinaire, il va y avoir en fait Safran qui va donner toutes les informations utiles par rapport à l'inscription sur l'une de ces certifications, y compris celle d'utilisation de l'IA générative pour le test logiciel, qui ont le même prérequis, à savoir avoir en fait la certification ISTQB Foundation Level. Alors ben déjà, pourquoi utiliser l'IA pour le test? L'IA générative, en fait, on appelle en fait les LLMS, Large Language Models, qui sont basés en fait sur du deep learning. Il offre en fait des modèles génériques pour utilisation courant dans les activités de développement logiciel, métier, etc. Utiliser l'IA pour en fait les tests, ça va permettre d'avoir en fait aux testeurs un outil supplémentaire, ok, pour tester plus vite, tester mieux, ça veut dire avoir une bonne couverture de tests, mettre en place ces tests en fait autoréparateurs, avoir une bonne
génération de cas de test, mieux identifier en fait les techniques de conception de test, parce que généralement ceux qui suivent la formation, par exemple ISTQB Foundation Level, dire bah, tu sais, Mehdi, tout ce que tu m'as appris en fait sur les techniques boîte noire, boîte blanche, je les ai peu utilisées dans mon parcours. Là, du coup ici, ça va me permettre de les utiliser sous forme d'instructions qu'on va donner au LLMS, soit sous forme par exemple de chat ou autre. Et également, en fait, l'IA, à travers l'IA agentique, ça veut dire les agents connectés au LLMS, vont nous permettre de tester plus vite nos tests IHM, par exemple, mais également mettre en place, améliorer la maintenabilité et et la génération des scripts de tests automatisés qui sont maintenables. Et ici, en fait, le rôle, que ce soit du testeur ou du test manager, il va venir évoluer. Alors maintenant, on connaît que le testeur, c'est lui, c'est la personne, que ce soit il ou elle, qui va pouvoir réaliser tout ce qui est activité d'analyse, de conception, d'implémentation, d'exécution de tests. Le test manager, il réalise tout ce qui est activité de planification, hein, suivi contrôle et les activités de clôture. Alors, les deux, ils vont venir intégrer l'IA générative dans leur activité. Là, du coup, le testeur, il aura un nouveau binôme. Enfin, cette fois-ci, c'est pas un humain, mais c'est en fait c'est l'IA qui va pouvoir faire la revue de ce que fait le testeur et vice-versa. Et, et également, le test manager, il va venir utiliser l'IA pour faire les reporting, analyser la data, la donnée sur les tests, mais également l'accompagner pour la mise en place des livrables associés. Et du coup, le test manager maintenant, quand il va venir en fait analyser les ressources disponibles, on va dire estimer les ressources, bah, il doit générer maintenant les ressources humaines, ressources technologiques, hein, matérielles, mais aussi hein, l'IA aussi en termes de ressources. Et l'IA générative n'est pas là pour remplacer en fait ni le testeur ni le test manager. C'est savoir en fait à travers l'IA générative nous rend de nouveaux skills, de nouvelles compétences qui vont nous permettre de mieux apporter une vraie valeur, en fait, une valeur ajoutée supplémentaire sur dans le cadre des projets de test logiciel. Alors, hop, ok, ben, quels sont les cas d'usage concrets de l'IA générative? Ben, l'ensemble, pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait, par exemple, les STQ Foundation, vous connaissez en fait les activités. L'ensemble des activités de test logiciel, pour le moment, peuvent être réalisées par l'IA. Que ce soit dans le cadre de l'activité d'analyse, on va voir que l'IA va nous permettre de mettre en place les tests statiques, à savoir les revues, faire la revue de la base de test, identifier les omissions de la base de test, identifier les ambiguïtés, mieux proposer une nouvelle version des exigences, mieux identifier les exigences à tester, ce qu'on appelle les conditions de test, et également mettre en place un analyse de risque, hein, le RBT, proposer les techniques de conception de test. Tout ce qui est cas test, on aura en fait la couverture des exigences par les cas tests, en se basant sur les techniques patois, parce que c'est la partie requirement, mieux en fait établir cette couverture-là avec le moins de pas de tests possible, mais également génération de données tests. On va avoir aussi génération de checklists en fait de besoins d'environnement test, ce qu'on appelle les exigences d'environnement, mais également ça me permet aussi de générer les chartes de tests exploratoires. Tout ce qui est activité d'implémentation test va nous permettre de mieux prioriser les cas tests, mettre en place les scénarios de test, générer les scripts de tests automatisés sur différents langages, différents frameworks, avoir des fichiers prêts à l'emploi d'intégration et d'exécution, parce qu'il faut que l'IA, la tâche de mettre en place les tests avec l'IA générative, soit plus rapide si je le fais moi-même. Si je vais venir faire la tâche moi-même, ça va me prendre moins de temps que je vais faire avec l'IA, bah, ok, autant en fait de la faire en fait manuellement. C'est pour cela, quel qu'il soit en fait le cas d'usage sur lesquels on va pouvoir réaliser, utiliser l'IA générative, il doit être étudié. Et vu qu'on est en Europe, chaque cas d'usage, il doit être appliqué par rapport au EU AI Act. C'est très important. En fait, en Europe, quel qu'il soit le cas d'usage en fait, d'implémentation de l'IA générative avec, soit des cas métiers ou des cas d'usage de développement logiciel ou de test, ils doivent être appliqués par rapport au EU AI Act. Dans le EU AI Act, c'est une documentation qui est déjà disponible sur Internet, où nous avons en fait, c'est la réglementation de l'IA, où chaque cas d'usage doit être appliqué par rapport à une analyse de risque. Parce qu'il y a quelques cas d'usage qu'on ne peut pas venir appliquer avec l'IA générative pour le moment en Europe.
Et il y a en fait la CNIL qui a fait en fait un travail assez intéressant à ce sujet-là, où en fait nous avons en fait la pyramide de risque. Par exemple, tout ce qui est cas d'usage de biométrie pour de surveillance de personnes, on ne peut pas par exemple l'implémenter au niveau européen. C'est pour cela chaque use case peut être appliqué en fait par rapport en fait tester, mettre en place l'analyse de risque par rapport au EU AI Act. Au moment que c'est confirmé, on va venir mettre en place des POC en interne afin d'industrialiser ce cas d'usage. Et dès lors, en fait, que nous avons les activités qui sont bien faites, on va commencer, en fait, à industrialiser. Ça veut dire faire l'accompagnement des autres acteurs au niveau du projet. Ça commence déjà, en fait, à petite échelle, mais aussi on doit venir industrialiser à grande échelle. Donc, vous avez dit, ben, tout ça, il est bien. Mais comment je vais venir utiliser l'IA générative dans mes activités? Ça veut dire avec quels moyens? Alors, généralement, nous avons en fait trois moyens d'utilisation de l'IA générative dans le test logiciel. Le moyen, en fait, le plus simple, c'est à travers du prompt généré, la mise en place des prompts, les intégrer directement sur en fait, les chats, hein, les chatbots et les LMS. Le deuxième moyen, c'est via en fait les outils de gestion de test qui intègrent aussi l'aspect IA. Par exemple, si on prend le cas de X-Ray, maintenant sur cette version bêta cloud, hein, la version cloud, on peut partir des user stories, okay, des exigences. Ça peut être des stories, des epics, des features, hein, peu importe comment ils sont implémentés en interne. Et on peut venir commencer à rajouter des test cases en se basant sur l'agent d'IA génératif X-Ray. Même si X-Ray est intégré au niveau de Jira, c'est pas Rovo, hein. C'est le LLMS hein, d'intégration API au niveau X-Ray qui permet de générer en fait les cas de tests. Hein, donc on peut voir ici, on va venir add test case by AI. Bah, classiquement, hein, je vais revenir là. Classiquement, on pouvait sur X-Ray générer des tests existants manuellement. Bah, maintenant, ou depuis une suite de tests ou existants, ou créer un nouveau test. Bah, maintenant, on peut aussi le générer via en fait l'IA. Donc, quand on vient le générer via l'IA, bah, déjà, il nous demande quel outil. C'est manuel, Gherkin. Et quel est le nombre de tests maximum qu'on souhaite avoir comme proposition ici et quel est le prompt qu'on va rajouter. Bah, sur ce prompt-là, on va pas rajouter le persona parce que le persona, c'est X-Ray, c'est en fait un test analyste. On va pas rajouter le données d'entrée parce qu'elle est déjà existante. On va pas rajouter le format sortie parce qu'on l'a déjà spécifié ici, le type. Ce qu'on va pouvoir spécifier, c'est deux choses. C'est l'instruction et la contrainte, hein, en fait, à respecter. Et puis, il y aura en fait un ensemble de tests qui seront en fait proposés, etc. Et après, on peut modifier certains, ne pas choisir l'ensemble aussi, hein, choisir ceux qui sont pertinents. Et automatiquement, nos tests, au final, ils sont rajoutés en fait dans le repository. Donc, il y a des tests avec une couverture liée aux exigences. Un élément très important, quel qu'il soit en fait le livrable, qui sera en fait généré par l'IA générative, hein, quel qu'il soit en fait le livrable, on doit créer des tags, hein. On doit le taguer AI, que ce soit via des prompts générés ou via des outils de gestion de tests ou des outils de test qui intègrent l'IA ou même à travers en fait les agents. Okay, ben, pourquoi on les tag AI? Pour qu'on puisse faire la revue de ces livrables afin d'éviter tout faux positif, tout faux négatif en fait en production. Et on a dit que le premier moyen, c'est à travers du prompt généré. Le deuxième, hein, via des outils qui intègrent en fait l'IA générative et aussi de l'IA agentique. Ben, les IA agentiques, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, ce sont des agents, des robots qui seront connectés au LLM pour faire de l'exécution, okay, en fait des tests, comme ferait en fait un humain. Hein, par exemple ici, nous avons en fait Linka, en fait qui est un agent IA de l'entreprise française Smart Testing. On aura en fait un cas test, par exemple, ici importé depuis Squash, qui est un outil de gestion de test. On peut aussi l'intégrer avec X-Ray, Xqual. Je crois qu'il y aura aussi une intégration Squash native d'ici le T4. Et ici, là, en fait, on a importé un cas test, il va venir suivre les pas de test. À chaque fois, quel qu'il soit le résultat, OK, au cas où il y aura en fait les cartes d'écran qui seront prises. Par exemple, ici, on lui dit cliquez sur le bouton accès crédit auto. OK, ben, du coup, pour faire la redirection, ben, il a repéré le bouton. Est-ce qu'il s'est bien redirigé? Oui. OK, ben, avec le contrôle des critères d'acceptation, ce qui sont bons. Ici, on va venir lui demander d'insérer un utilisateur, insérer le mot de passe. Ben, déjà, il doit repérer
le champ utilisateur, repérer le champ mot de passe, etc. OK, derrière, etc. Et puis venir l'insérer jusqu'à avoir en fait la connexion. Il ne doit pas aussi garder les passewords. Et le seul ou la seule activité que pour le moment, l'IA actuelle, hein, parce que l'IA, elle évolue aussi dans le temps, hein, OK, et ne peut pas faire, c'est en fait réaliser par elle-même les tests exploratoires comme ferait en fait un humain. L'IA, elle peut nous aider à générer des chartes de tests exploratoires. Rappelez-vous, hein, si on souhaite redéfinir tests exploratoires, c'est une technique de conception de tests informelle, basée sur l'expérience, où les testeurs expérimentés dans le domaine métier, ils viennent avec une charte de test, venir à exécuter des tests de cas limites, exotiques, qui sont basés sur l'expérience à eux. Et du coup, si on prend en fait un processus métier en fait, de création de compte bancaire, bah, un agent dans une banque ne fait pas forcément les mêmes étapes ou la même manière où il fera un agent dans une autre banque. Bah, du coup, tout ce qui est exécution de tests exploratoires, c'est pas pour le moment. Je crois qu'en fait, quand on sera ce qu'on appelle de l'IA générale, parce que pour le moment, nous sommes toujours dans le narrow AI, ou l'IA étroite, d'ici 5 ans, on pourra aussi le réaliser avec en fait l'IA. Je crois qu'on va l'appeler autre chose que l'IA générative à ce moment-là. Et un élément très important pour utiliser l'IA générative dans le test, bah, qui sera en fait un support en fait aux équipes de test, aux équipes de développement logiciel, ça n'empêche pour qu'on puisse évaluer les outputs en fait de l'IA. À la fin, on va parler des risques, hallucinations, les biais, etc. Bah, il faut que les testeurs puissent avoir de bonnes compétences métiers sur le domaine métier hein, où ils sont, et aussi en termes de tests. Hein. Parce que pour construire un bon prompt, pour mieux utiliser l'agent IA ou utiliser l'outil qui a intégré l'IA et évaluer les outputs ou les sorties en fait de l'IA, il faut que les testeurs puissent avoir cette compétence-là. Bah, imaginez s'il n'y a pas de compétence de ces testeurs sur ce sujet-là. Est-ce qu'on pourra mieux évaluer les outputs de l'IA? On va faire en fait du copier-coller aveuglement. Ben non. Oui, on peut aller plus vite, mais pas au détriment de la qualité du projet. C'est aussi très important aussi en fait, de l'avoir. Alors, du coup, hop, ben, du coup, si on reste sur cette partie-là, on va dire, en fait, prompt engineering, ben, déjà, en fait, les LLM, ok, les Large Language Models, ou les langages, les grands modèles de langage, ce sont en fait des modèles qui se basent sur, en fait, du machine learning de réseau neuronal profond, ce qu'on appelle le deep learning, et ce sont des modèles prédictifs. Du coup, les LLM, ils vont venir traiter ce qu'on appelle le NPL, okay, Natural Language Processing, c'est-à-dire traiter le langage naturel humain afin d'y apporter en fait la réponse adéquate. Ben, eux, en fait, notre prompt, généralement, il est constitué de texte. Et le LLM ne comprend pas le texte. Hein. Par exemple, si on prend un prompt, je dis n'importe quoi, hop, et voilà, on prend n'importe lequel, hop, ok, et voilà. Par exemple, on va venir prendre celui-là. OK. Oh, là, j'ai un test logiciel, contexte, application bancaire, instruction, lésion, etc. Bah, oui, nous, qu'on va venir faire entrer, lui, derrière, il va venir traiter cette donnée. Et il la traite pas en langage naturel. Le langage naturel, ça facilite la communication entre nous et le LMS. Mais derrière, LMS reste de l'informatique, et d'informatique, dix binaires, des maths, hein, tout simplement. Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'il va faire en fait, bah, le modèle avant de comprendre en fait les réponses. Ok, moi je 30 secondes là. Bah, qu'est-ce qui l'outillage LLMS avant de transmettre l'information côté backend au niveau du LLM, il va venir faire de la tokenisation. Quand on parle de la tokenisation, c'est le fait de décortiquer en fait le texte en langage naturel sous forme de token. Ben, un token peut être un caractère, un mot, un sous-mot, tout un mot, une phrase, et c'est la tokenisation, c'est elle qui va permettre au modèle de prédire le mot suivant. Enfin, par exemple, vous pouvez voir ici, le R, j'ai prédit roll, ok, IN, j'ai prédit EN, mais après, il a prédit IER, ben, ça aurait été mieux s'il a prédit l'ensemble. Si on change ça, par exemple, par test analyst, ok, analyst, ça a changé. Ah, roll, il a prédit test, puis automatiquement analyste.
ok, parce que c'était le token le plus proche de test, dans le cadre de sa prédiction. Ben, ici, comme vous pouvez voir, je suis descendu à combien? Voilà. Je suis parti de 141 tokens à, hop, à 137 tokens, ce qui va me permettre de consommer moins de ressources côté en fait provider IA et aussi avoir une réponse plus cohérente. Et ces tokens-là, c'est eux qui vont permettre de mettre en place la prédiction du modèle, mais ces prédictions-là n'ont aucun sens sans la vectorisation. C'est pour cela, en fait, ces tokens seront en fait transformés par le modèle sous forme de vecteurs afin d'avoir une logique, sémantique, un sens de ces tokens afin qu'ils puissent les traiter, les comparer par rapport aux ces données d'entraînement afin qu'ils puissent répondre en fait, par rapport au prompt initial d'entrée. Et, euh, et dans chaque en fait, échange que nous avons en fait avec notre cher ami LLMS, nous avons en fait ce qu'on appelle la fenêtre contextuelle. Ça consiste quoi en fait la fenêtre contextuelle? La fenêtre contextuelle, elle consiste en fait, au nombre limite de tokens qu'on peut avoir dans une conversation avec un LLMS. Du coup, généralement, si on est par exemple dans GPT-5, on est à, je crois, 3 à 4 millions de tokens en fait, possibles par fenêtre contextuelle. Si on prend Claude, bah, ça dépend des plans. Par exemple, Anthropic Claude, on est à 400 000 par défaut. On peut monter jusqu'à 1 million si nous avons la licence Enterprise. Gemini, on peut aller jusqu'à, je crois, 5 millions. Pourquoi? Parce que la force computationnelle qu'Alphabet, savoir Google n'est pas la même que les autres, elle est déjà amortie, etc. Du coup, quand on va venir dépasser la limite en fait, de la phase contextuelle, qu'est-ce qui va y arriver? Qu'est-ce qui va y arriver? Bah, nous, en fait, nos nouveaux prompts, ils vont avoir un output qui est moins consistant. Pourquoi? Parce que le modèle a commencé à oublier ce qu'on conversait avec lui auparavant, etc. Et déjà, qu'est-ce qu'on inclut en fait dans la fenêtre contextuelle? Ben, qu'est-ce qu'il y a inclus? Ben, dans la fenêtre contextuelle, nous avons en fait 4 éléments. Là, nous avons ce qu'on appelle le prompt system prompt. C'est en fait un prompt caché et comment en fait le modèle y répond, est-ce que de manière formelle, informelle, etc. Nous avons en fait le prompt utilisateur ou user prompt. Prompt utilisateur, c'est l'instruction en fait qu'on intègre au niveau de la fenêtre contextuelle. Et puis nous avons en fait l'historique de la conversation et les nouvelles réponses. Ben, la somme des ensembles de tokens consommés dans une fenêtre contextuelle, ben ça, en fait, c'est les mémoires actives pendant une conversation qu'on ne doit pas venir dépasser. C'est au moment où nous avons des outils qui nous permettent de calculer ça, ben, au moment qu'on va venir atteindre une limite, ben, on va venir changer de fenêtre, c'est-à-dire démarrer une nouvelle conversation avec le LLM. On va dire, ben, m'a dit, parfois, c'est pas assez bon, puis changer de fenêtre, etc. Ben, ce qu'on fait d'habitude, pour que le modèle ne puisse pas changer de contexte, ben, on lui rajoute en fait un RAG, ce qu'on appelle un Retrieval Augmented Generation. C'est comme en fait un réservoir en plus qu'on rajoute sur le modèle avec toutes les documentations nécessaires en fait pour sa connaissance, ce qui va permettre, quelle que soit la conversation qu'on va avoir en fait avec le modèle, il va pas perdre en fait en termes de contexte, ce qui va nous éviter de faire le fine-tuning du modèle. Et ce qui coûte très cher, by the way. Et également, qu'est-ce que nous avons également? Nous avons aussi maintenant, avec les nouvelles technologies LLMS, on peut faire un share ou un partage en fait de l'historique ou de la conversation entre en fait différentes conversations. Comme ça permet de garder en fait le contexte. Et puis pour faire en fait du bon prompt engineering, qui est une nouvelle discipline, on va dire que doit acquérir n'importe quelle personne qui utilise LLMS sous forme de chat ou sous forme d'outils aussi, bah, il y a en fait la structure du prompt en 6 composants. Bah, déjà, quand on parle en fait de prompt généré, c'est pas que le crafting. Bah, quand on parle du crafting, c'est le fait de concevoir les prompts. Il y a ce qu'on appelle le crafting, la conception, la validation du prompt. Il faut qu'on puisse valider entre pairs que le prompt il est en fait de bonne qualité, qui est conforme aux règles d'entreprise, aux règles de sécurité informatique, etc. Parce que déjà, un élément essentiel pour utiliser l'IA générative dans le quotidien,
sur ton entreprise, déjà, en fait, on doit faire avoir en fait des outils TDM, qu'on appelle Test Data Management, qui vont nous permettre d'anonymiser, de masquer, de pseudonymiser, de crypter les données confidentielles. Parce que imaginez, hein, même si vous avez un abonnement entreprise, en fait, Copilot en fait GPT ou Cloud, etc. Ben, pour en fait immuniser, pour préserver tout ce qui est confidentialité d'entreprise et de sécurité, on doit utiliser des données anonymisées. C'est très important. Sinon, on ouvre une boîte au Pandore, en fait, côté sécurité informatique à notre entreprise. Et puis, on a dit que il y a le prompt graphique, c'est-à-dire la conception, en fait, du prompt. Dès lors qu'on a conçu un prompt, on va venir le valider. Et dès lors, en fait, qu'on l'a validé, on va le rajouter dans une bibliothèque de prompt. Pourquoi? Pour qu'on puisse pas réinventer la roue à chaque fois. Parce que les nombres de tokens consommés, ça coûte beaucoup d'argent, hein. Juste, on fait une petite simulation, on va rigoler un peu ensemble. Alors, pricing. Si on prend, par exemple, non, pas celui-là, désolé. Si on prend, hop, ça, hop, de OpenAI, ok, il est où le truc là? Et là. Si, je dis n'importe quoi, vous êtes chez OpenAI. On va prendre la version standard. Alors, nous sommes dans le développement logiciel. Ben, généralement, nous avons des contextes qui sont assez longs. Si on prend GPT-5.6, allez-y, on prend quoi? On prend 5.5, hein. On va être gentil, hein. Ok, on va prendre 5.5. Ok. Ça, c'est une facturation par million de tokens, hein. Ok. Imaginez, quand on est côté dev et test, si on utilise chaque jour, hein, on est généralement vers 3 millions de tokens par jour. Ok, on va dire 2, on va être gentil. Du coup, pour chaque million, j'ai quoi ici? J'ai 10 plus 1, 10 pour en fait le input, ça veut dire le prompt en fait, utilisateur. Et le prompt système caché, ça veut dire plus $1. Et le output, ça veut dire la réponse, c'est $45. Hop, 41, désolé. Alors, du coup, je vais refaire là. Là, j'ai 11 plus 45. OK, ce qui va faire 56. Imaginez, la 56, ça, c'est par jour. Dans le mois, il y a 20 jours travaillés. 20 jours. Vous êtes 300 personnes au niveau de la DSI, hein, côté dev, testeur, business analyst, etc. OK. Ça va vous coûter 336 000 dollars en fait par mois. Ça va vous paraître rien, mais non, c'est un budget pour la DSI, hein. C'est pour cela, on doit aussi gérer la consommation des tokens. C'est très important. OK. Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est la même chose qu'on a eu avec le cloud, avec ça s'appelle AWS et compagnie pour en fait les tests en continu, hein, en CI/CD, etc. ou même en dev. On doit aussi bien gérer en fait la facturation, sinon ça va partir hop, en cacahuète. Ça veut dire que si le ROI qu'on souhaitait avoir, par exemple, introduire l'IA générative, ça nous permet de gagner un demi ETP par mois, ben non, ça va consommer beaucoup plus qu'un demi ETP par mois. Alors, du coup, pour concevoir, en fait, dès lors qu'on a validé, hein, ok, le prompt, on a dit qu'on va venir le mettre dans une ok, bibliothèque, hein, ok, de prompt. Ok. Je vous montre en fait un exemple. Ça, c'est ma bibliothèque de prompt. Vous pouvez avoir une bibliothèque interne sur Git, hein, par exemple. Vous pouvez aussi en fait l'avoir sur un outillage centralisé, sur Confluent, etc. Ça aussi, ça peut être sur un fichier Excel, comme celui-là, avec la structure à 6 composants que je vais venir vous expliquer. Et puis, pour chaque cas d'usage, donc, il y aura en fait des exemples de prompts standards qui seront réutilisés au sein de l'entreprise ou au sein de l'équipe à projet. Du coup, quelle est cette structure-là, 6 composants pour le prompt? Nous avons en fait le rôle. Le rôle, c'est le persona que doit adopter en fait l'IA générative ou le LLMS. Ça peut être un test analyst, un test manager, ça peut être un test automation engineer. Le contexte, hein, c'est le contexte par rapport à l'objet de test, c'est-à-dire le système à tester, et au domaine métier. Par exemple, je vais dire domaine bancaire. Je suis dans le domaine bancaire. Je suis en fait dans le CBS, Core Banking System, module agence, ou la partie payment, la partie microservice, hein, en fait, sur la partie en fait monétique, hein, tout ça. Ou je suis sur SAP, module FI. Ça, c'est le contexte. SAP modèle FI, en fait, dans l'industrie automobile, parce que SAP FI dans le bancaire, rien à voir avec SAP FI en fait, dans l'automobile.
Ben, l'instruction, ben, c'est là, en fait, nous avons la tâche qu'on va demander au rôle, au persona, à réaliser. Ça peut être analyser la base de test, ça peut être générer en fait les cas de test, ça peut être aussi identifier les ambiguïtés d'exigence, automatiser euh, et générer un script de test automatisé, etc., ou faire la priorisation des tests. OK? Quand on parle des données d'entrée, c'est les inputs dont a besoin en fait le persona de réaliser son instruction, conformément à son contexte. Ben, ça peut être une liste d'exigences, le backlog de sprint, ça peut être un cahier des charges, ça peut être les logs, okay, ça peut être pour analyser les anomalies, ben, ça peut être beaucoup de choses. Donc, quand on parle des contraintes, ben, ça, c'est les contraintes à respecter. Ça peut être des contraintes légales, réglementaires, etc. Ben, par exemple, on va venir générer des tests, ça c'est l'instruction, et je vais venir générer des tests à partir des exigences qui sont dans les données d'entrée. Ben, du coup, dans la contrainte, ben, déjà, je dois lui dire de respecter les techniques de conception de tests laboratoires ISO 29119-4. Hein. S'il y a de la donnée derrière, il doit avoir le respect de RGPD et de EU AI Act. Enfin, nous avons une donnée anonymisée, etc. Et le format de sortie, c'est le format sur lequel je souhaite avoir la réponse du modèle. Ça peut être sous forme de tableau sur le chat. Okay, au tableau, je vais venir spécifier les colonnes. Par exemple, ID 4 tests, préconditions, un numéro pas de test, résultat attendu. Ça peut être tout ça, mais sous forme, un tableau, mais sous forme de fichier .xls. Ça peut être sous forme de fichier compatible Squash ou Azure DevOps en précisant la version. Ça peut être en respectant en fait un format de contrainte de sortie tel qu'un fichier JSON ou en fait du code avec du commentaire, etc. Enfin, tout ça en fait c'est le format de sortie. Ben, en ayant en fait un prompt bien structuré en 6 composants, ben, du coup, on doit venir réaliser nos activités de test en utilisant en fait les techniques de prompt engineering. Ben, en termes de techniques de prompt engineering, hein, si vous tapez sur Google Prompt Engineering Guide, okay, il va s'afficher chez vous en français, en anglais, tout dépend en fait de comment il s'appelle en fait langue de la langue que vous avez sur le navigateur sur le PC. Il y a en fait pas mal en fait de techniques de prompt engineering. Après, selon les syllabus ISTQB, c'était Gen AI, nous avons en fait 3 techniques qui ont fait leur preuve, qui sont essentielles pour les appliquer aux activités de test. Nous avons le few shot prompting, l'enchaînement de prompts, et nous avons le meta prompting. Ben, déjà, en fait, pour la première, ce qu'on appelle few shot prompting, ben, elle fait partie d'une famille, ce qu'on appelle shot prompting. Nous avons zero shots, one shot and few shots. Un zero shot, c'est donner le prompt avec l'instruction et les données d'entrée qui ne contiennent aucun exemple de l'output souhaité. One shot, c'est avec un seul exemple. Et few shots, c'est en donnant des exemples du format de sortie qu'on souhaite avoir. Par exemple, un exemple des cas tests Gherkin, un exemple du format du fichier JSON, etc. Et le few shot prompting, ça nous permet à travers les exemples d'avoir en fait, des outputs du modèle qui respectent les formats de sortie standard. Ils sont beaucoup utilisés au moment qu'on souhaite générer, que ce soit par exemple des cas sous format JSON ou Gherkin, par exemple. Gherkin, c'est given one done, c'est BTD. Maintenant, nous avons en fait l'enchaînement des prompts. Ben, quand on parle en fait de l'enchaînement de prompts, et ici sur l'enchaînement de prompts, ben, il est efficace pour au moment en fait qu'on souhaite réaliser une tâche qui est complexe, on va la découper en plusieurs prompts. Le fait de la découper en plusieurs prompts, ça nous permet de faire quoi? De vérifier à chaque fois le output du modèle pour savoir s'il a bien répondu ou pas, le rediriger, le corriger, et ainsi de suite, aller à l'étape suivante. Si on prend un exemple assez simple, si par exemple on souhaite mettre en place un scénario de test automatisé de tout un flux achat sur SAP, bah, du coup, ça va traverser quoi? Ça va traverser ce qu'on appelle en fait one flux vente, price to pay. Ça va traverser SD, ça va traverser le module MM, ça va traverser le WM si on va venir gérer le stock, ça va aussi traverser la partie FI financière et aussi contrôle de gestion, ça veut dire la partie coût. Bah, du coup, ça c'est un peu ce qui est complexe. Bah, déjà, on va commencer par identifier les exigences à tester, faire la revue si ce sont les bonnes exigences, faire la priorisation des exigences par les risques, identifier les bonnes techniques de test, après partir vers, la conception
des cas tests, puis les implémenter dans les scénarios, et puis, en fait, aller générer des scripts tests automatisés. À chaque fois, c'est un prompt qui est différent, qui va permettre, en se basant de l'output de l'ancien, de le vérifier avant d'aller vers en fait, l'étape suivante. Après, nous avons en fait le meta-prompting. Alors, quand on parle en fait du meta-prompting, ben, ici, en fait, c'est le PLU. Le PLU, ce qu'on appelle le test par pair. Ben, généralement, le test par pair, on le fait avec un humain. Et ici, le test par pair, on va le faire avec, en fait, l'IA. C'est au moment, en fait, que le testeur n'a pas, en fait, une grande compétence, par exemple, dans le prompt engineering, il va venir faire quoi? Ben, il va venir s'appuyer sur l'IA pour lui proposer, pour lui proposer des prompts, s'appuyer sur l'IA pour lui faire la revue de ses prompts, et proposer des améliorations, par exemple en respectant les six composants, etc. Et aussi que l'IA fait la revue des activités de test du testeur. Ici, en fait, c'est un appel, c'est l'IA qui va être le collègue du testeur et vice-versa. C'est le pair testing, mais cette fois-ci avec de l'IA. Si on prend par exemple maintenant en fait une démo ensemble, on fait par exemple de l'enchaînement du prompt. Ok. Si on prend celui-là le même, ok. Tout à l'heure, on va venir analyser un peu. Oh là, bah, je vais faire changer par test analyst, c'est mieux. Ok, je vais un peu le modifier, hein. Test analyst. Contexte application bancaire avec exigence critique de sécurité, conformité réglementaire. OK. Alors, instruction des exigences pour détecter les incohérences, ambiguïtés et informations manquantes. Et ici, ça, c'est les requirements. Bah, normalement, s'il vous plaît, les requirements, on ne les met pas ici comme ça en vrac, hein. Ça doit être sous RAG, OK, ou ça doit être sous pièce jointe. C'est très important. Contrainte pour modifier le compte original, c'est uniquement les anomalies. Et je vais rajouter, hop, appliquer, pour respecter, hein, appliquer le ISO 20246. ISO 20246, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est la norme ISO par rapport aux revues, hein. Pour ceux qui ont fait STQB, hop, que ce soit Foundation, Test Analyst, Test Manager, etc. OK, ah ben voilà. On peut voir ici, hein, hop, Refuse All, Storage Work Product Review, hein, c'est-à-dire la partie revue. Et aussi la partie est respecter le ISO, voilà. Okay. ISO 25010, hein, tout ce qui a pris le qualité logicielle, hein, fonctionnel, fonctionnel. OK, hop, tableau, exigence, OK. Je fais formation sur tableau, à d'exigence, à respecter, solution d'amélioration. Et ici, j'ai utilisé que Sonnet, comme ça, elle ne va pas me consommer beaucoup de capacité pour cette journée-là. Et j'envoie. OK. On va voir ensemble. OK, ce qui fait un ben, voici réaliser trois exigences selon les principes de qualité. ISO 20146, revue de document logiciel, caractéristiques qualité ISO 27010. On voit ici pour la première. Exigence 1, l'utilisateur doit pouvoir se connecter avec, identifiant un mot de passe, hein. Anomalie, incomplétude, manque de vérifiabilité, aucune règle de robustesse de mot de passe, amélioration spécifiée format, ben, ici, le spécifique, en fait, il nous propose des améliorations à faire. Donc, espèce des contrats de traverse, incohérence globale, niveau de détail très léger, etc., etc., traçabilité. Du coup, ce que je vais vous demander maintenant, c'est le même rôle. OK, je vais dire nouvelle tâche. OK, nouvelle tâche. Hop. Alors, OK, l'instruction génère la nouvelle version d'exigence. Nouvelle version, hop, désolé, nouvelle version des exigences. Hop, dans la section exigences. Hop, en respectant en fait, les suggestions d'amélioration. Gestion d'amélioration. Hop, il manque quelque chose. Ah oui, c'est mes deux U. Ouais, effectivement. Hop, d'amélioration. Hop, ici, la contrainte, ça va être quoi? Déjà, il faut respecter ISO 25010. Nous avons PCI DSS, par exemple, pour bancaire, ISO 27001, on va partie informatique, hein. ISO 27000, tout simplement. OK. S'il y a une autre, en fait, tout ce qui est, alors, LP, CFT. Alors, anti-blanchiment, financement de terrorisme, LBFTC. FTC, ouais, c'est comme ça.
OK, par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? OK, ben, du coup, on peut rajouter d'autres hein, si on connaît. Après, on peut lui dire aussi, OK, à la partie RGPD, OK, respecter, RGPD, voilà. Et puis aussi, nous avons format sortie. Format sortie. Alors, en fait, déjà, je peux lui dire fichier.txt, OK, tout court, ou je peux aller plus loin. OK, fichier.txt. Ah, je vais le laisser en freelance juste pour vous montrer ce qu'il va me faire comme réponse. Après, je peux rectifier. Et voilà. Après, puis mettre fichier.test sous forme de tableau, fichier.docs, etc. OK. Et je prépare en fait les fichiers avec les exigences. Ben, ici, si on regarde qu'est-ce qu'il est en train de faire, création de fichiers d'exigence, reformulé conforme aux normes. OK. Hop. On va voir en fait ce qu'il Tu peux en voir des sort. détails, je pense, Mehdi. Tu cliques Ouais. sur ça. Tu cliques sur Creating, oui, tu peux voir Ouais, les détails, ouais. ce Je qu'il sais, fait. mais pas pour le moment, ouais. Parce que il fait que ça pour le moment, hein. Il n'y a pas de détails. Il y a que ça, hein. S'il y avait beaucoup, il aurait pu, maintenant, il a commencé. Oui, voilà, il commence. Ouais. Il avait besoin d'un petit kick. Ah, c'est bon. Mais Il ça a va, compris c'est sur la quoi. version 5, Sonnet, on est bon. Ouais, c'est une nouvelle version. J'utilise moins, en fait, Opus parce qu'il consomme beaucoup, ouais. Hein. Il consomme beaucoup de mes tokens. OK. Ben, exigence, par exemple, une, authentification, version, politique, hein, etc., multifacteur. Ben, tout ça, il est bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va lui donner, en fait, demander une nouvelle tâche. OK. Hop, nouvelle tâche. Et voilà. OK. On va lui dire maintenant, l'instruction, c'est générer. Ah, ben voilà. Hop, instruction, générer, ou génère tout simplement, hein. Génère, hop, génère en fait les conditions de test, hein. Donc, les conditions de test, hein. OK. Alors, données d'entrée, c'est le fichier qu'il a. OK. Données d'entrée, c'est le fichier, comment il s'appelle? Exigence en formulaire. Je peux aussi le télécharger, hein. OK. L'avoir chez moi. OK. Hop, désolé. Au pire, je peux lui rajouter. Normalement, il a déjà, mais juste pour éviter si on a atteint la limite de token. OK. Pour rentrer. Et voilà. Hop, hop, hop. Je peux le rajouter hein, ici. Et le mieux, c'est de l'avoir dans un RAG, hein. C'est juste pour la démo, hein. Dans les entrées, ici, la contrainte. Hop, hop, la contrainte, déjà, il faut respecter la couverture. Conditions de test, exigence, projet. Nous avons ISO 25010 aussi, hein. Pas l'oublier, hein. ISO 25010 pour ceux qui ont oublié, juste pour info. Et nous avons le caractère qualité logicielle, hein, fonctionnel et non fonctionnel. On va avoir des fonctions fonctionnelles, mais aussi non fonctionnelles. C'est très important. Pair, sécurité, maintenabilité, etc. OK. Et aussi ISO 29119-3. C'est là où il y a les livrables de test. Donc, ben, les conditions de test, hein. Donc, c'est un des livrables en fait, des activités de test, hein. Et après, nous avons quoi? Le format de sortie. OK. Le personnel, il l'a toujours, hein. OK. Alors, bah, après, on peut le rajouter les formats de sortie. Ça va être un fichier hop, XLS, hein, par exemple. On va le faire à l'ancien. Allez, c'est un fichier .docs, hein. Oui, XLS, allez-y, hein. OK, XLS. XLSX, hein, en forme de tableau. Ah, vous savez quoi? Faut le laisser en freestyle. Comme ça, je vais voir hein, ce qu'il est bien entraîné derrière ou pas. Hop, bon, en fait, il est déjà. Et ça n'empêche. Hop, et voilà. Un rôle. Désolé. Un rôle. Dessin la liste. Et voilà. Voilà. Ouais, quand c'est les skills, on va aller voir en ce qui temps, tableau des conditions. Ben, déjà, respecter qu'on peut y voir ISO 29119.3.
identifiant conditions de test, type de test, priorité, référence, exigence, et puis critères 25010. Ah, c'est bien. Ouais. Comme ça, en fait, tout ce qu'on a appris en termes de compétences sur le test logiciel, on peut venir l'appliquer de manière aisée avec, en fait, notre cher ami, en fait, IA générative. Create in file. Pour vous donner un aperçu sur le fichier qui a été ouvert, ok, bah, ils ont qu'elle a créé déjà en fait les normes, ok, LBCFT, ok, l'utilisation de pouvoir se connecter, politique de mot de passe, authentification, ok, bah, tout ce qui est vérification, temps de réponse, ok, ce que les transactions, et bon, les exigences, etc. Ouais, va aller plus loin. Ok, on va attendre en fait le file, hein, create a file. Ok, génération de fichier. Et voilà, ça commence. Hein. Avec du Python, on va aller générer en fait le fichier XLS. Je vais commencer à mettre par ligne par ligne. Et voilà. Le fichier n'a pas été formulé, hormis, ok, dans le langage, je recalcule. Ok, il a eu une erreur. Tout correct. Et voilà, c'est bon. Et quand condition, c'est bon. Il a tout généré. Vous pouvez voir, c'est une prévisualisation. Ok, je vais venir l'ouvrir. Il a fait même une matrice de couverture, ce qui est bien. Bah, il a mis en fait quelles sont les exigences. Une, ok, deux, trois, ok. Les types en fait de tests. Ok. Appliquer conditions de test qu'il a pu extraire okay, sur chacune des exigences qui est là, qu'on peut voir ici. L'exigence, la macro-fonctionnalité authentification, c'est les sous-exigences dans chacune. On a pu extraire les conditions de test, la référence par rapport à leur réglementation, sa priorité, la technique de conception de test qu'on pourra en fait venir appliquer, reste attendu dans chacune, matrice de couverture aussi, etc. Là, on pourra aller plus loin, on peut lui demander par exemple d'appliquer en fait, en fait, de générer les tests par rapport en fait à la première exigence, par rapport à celle-là. Ok. Hop, faut lui dire de mettre ça. Ok. Alors, hop, ok. Ben, par exemple, en dernier, hein, juste, hop, on peut lui demander, ok, génère, en fait, les cas de tests de l'exigence, exigence, comment elle s'appelait là? Hop, c'était 0,1, bah celle-là, ok, de l'exigence 1.1. Et voilà. De l'exigence, bah, génère les cas de test, désolé. Nouvelle tâche déjà, j'ai oublié. Nouvelle tâche, hop, génère, instruction, génère les cas de test. Tourne l'entrée, là, il y a ça, hein, ce que j'ai pris de là-bas. Je fais un copier-coller, hein. Après il saura comment traiter lui-même. Et je fais une guillemets là, une guillemets là par exemple. Et après ici, là, il va rajouter quoi? Hop, désolé. Alors, hop, je vais la rajouter en fait la contrainte. Hop, alors, technique boîtoire. Technique boîtoire ISO 29119-4. OK. Et puis, on va avoir aussi le RGPD. RGPD, EU et IX, s'il y a de la partie data. Très important. Et puis, on va le sortir. Hop, par exemple, le tableau classique. Hein. Ça peut être fichier Excel, mais après, je ne vais pas juste ici, comme ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Tableau, hop, comment il va être le tableau? On va en fait ID test. Hop, on va avoir la précondition. Hop, action. Ensuite, attendu.
Et voilà, ça c'est juste un exemple assez, assez simple. OK, pour sur la politique de mot de passe, en composant, je l'applique donc la mesure, etc. Elle vient appliquer, ben, c'est qu'on peut voir, elle a appliqué des tests en appliquant en fait des techniques. Bah, quelle technique il a pris? Hein, pertinent pour une règle, OK, ben, il a pris quoi? Elle a pris pas la table de décision. OK, donc, comme technique bottoir, vous pouvez voir ici. Avec des cas de tests, l'action reste attendue. Comme ça permet de mieux utiliser nos connaissances dans le test. Enfin, sans connaissance de test logiciel, je n'aurais pas pu connaître table de décision, ça veut dire quoi, personne équivalent, ça veut dire quoi, etc. Et juste, ça, c'était en fait ma démo, juste pour vous montrer, vous donner en fait un aperçu, ok, de cela. Et rappelez-vous toujours, on dit en anglais, bullshit in, bullshit out. Si vous mettez des prompts de bonne qualité avec les bonnes données d'entrée, vous aurez en fait le bon, en fait, le output du modèle. Sinon, vous serez en fait du n'importe quoi, tout simplement. Et puis, en dernier, ok, c'est tout ce qui concerne en fait au risque, hein. La gestion des risques liés à l'IA, ben, tout ce qui est il y a hallucination, ben, toutes les exigences qui ont été maintenant données par l'IA, vous pouvez voir ici, ben, lui, il n'avait pas le contexte, hein. Il se peut que toutes les exigences qui ont été sorties sont des hallucinations, sont pas vraies. Ça veut dire que c'est très important qu'on puisse avoir en fait une bonne capacité de, en fait, d'expertise métier ou les sachants aussi métiers qui sont disponibles pour valider les outputs en fait du modèle. Ça veut dire qu'on doit faire beaucoup de revues, soit par les testeurs ou par les acteurs métiers. Également, on peut avoir des biais inappropriés du modèle. Ça veut dire que les réponses du modèle sont biaisées. Par exemple, on me donne beaucoup plus de tests fonctionnels que tests non fonctionnels ou l'inverse, ou il privilégie beaucoup une technique de test par rapport à d'autres. Mais les biais inappropriés qu'il en cause racine. Des biais en fait algorithmiques dans le modèle, au départ par les data scientists, ou des biais d'échantillonnage des données d'entraînement. Et aussi, d'autres risques qu'on doit pouvoir gérer, tout ce qui est erreur de raisonnement du modèle, ce peut qu'il a mal raisonné, par exemple pour prioriser les tests, etc. Et aussi, on a en fait des problèmes de confidentialité et de sécurité qu'on doit pouvoir gérer, soit en termes de manipulation des prompts, d'empoisonnement de données ou d'autres. Euh, et également, quelle que soit en fait la tâche qui doit être réalisée, soit par du prompt engineering ou des agents autonomes ou semi-autonomes, on doit avoir ce qu'on appelle le HITL, Human in the Loop. On va avoir en fait la validation humaine à chaque jalon ou étape importante. C'est très important parce que l'IA nécessite beaucoup de revues, que ce soit outillé, on a outillé, beaucoup de contrôles pour qu'elle puisse pas d'arrêter, qu'on puisse pas avoir des faux en fait négatifs en production parce que c'est nous qu'on va voir la tasse, hein. Imaginez, vous avez généré des tests, vous étiez en fait OK, vous êtes parti en production, cette partie-là, il est critique. Vous n'avez pas vérifié ce qu'a fait l'IA, ce que vous a généré l'IA. Vous partez en prod, la partie en fait interfaçage interbancaire, ça marche pas. Ben, du coup, il y a des banques qui vont perdre de l'argent. On peut même aller vers les pertes humaines. C'est pour ça que c'est très important de mettre en place des règles de contrôle, okay, de ce qui est généré par l'IA, de ce qui est fait l'IA, si c'est en fait des agents. Et tout ce qui touche en fait à la partie confidentialité, sécurité, tout ce qui est de sécurité des LLMS, c'est la dernière chose que je vais vous dire avant de vous quitter. Ben, il y a en fait l'OASP, il y a en fait un standard de bonne pratique en fait qui génère la partie en fait des bonnes pratiques top 10 de tête de sécurité. Ils ont généré aussi des top 10 liés en fait au LLMS. Vous pouvez taper juste OASP top 10 LLMS sur Internet et vous aurez en fait ce qu'on appelle en fait un guide, okay, celui-là, hein, où vous aurez en fait comment en fait quelles sont les vulnérabilités en fait connues, telles que des block injections, blind chain, data poisoning, etc. Et dans chacune, en fait, c'est quels sont leurs types, comment se prévenir dessus, ça veut dire comment tester ça en amont, comment faire des tests adverses en amont par rapport à ça, et quels sont les scénarios existants de ces attaques avec des retours d'expérience, etc. Ça va être pas mal de les avoir. Et pour connaître plus, voilà, n'hésitez pas à rejoindre les formations en fait de chez Elitech. Que ce soit c'était AI, Gen AI ou des formations non certifiantes aussi. Merci Mehdi. Merci pour cette Merci. présentation détaillée. Je reprends la caméra. Merci beaucoup. C'était riche et détaillé. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà des questions par rapport à ce que Mehdi vient de présenter.
Pas de questions? Non, pas de questions pour moi, mais ça fait Ouais, très bien. c'était très clair. Parfait. Bah, merci beaucoup. Du coup, si vous voulez, en fait, on va vous présenter rapidement les formations sur les tests, hein, qui sont les formations officielles du ISTQB, donc le GASC. Donc, ils ont deux formations. Je vais laisser Mehdi, en fait, faire, voilà, vous présenter en tout cas les différences. En tout cas, il y a deux formations. Il y a ISTQB Gen IA, il y a ISTQB, il y a testeur IA. Donc, deux Ah, ça formations serait- différentes. ouais. Voilà. Il est deux, en fait, voilà, il y a une formation sur 2 jours plutôt pratique. Donc, plutôt Gen IA, c'est une formation plutôt pratique. L'autre formation, l'autre niveau, en fait, c'est un niveau plutôt académique. Je vais laisser Mehdi vous présenter un peu plus en détail, voilà, la différence. Ok, la grande différence, bah déjà, en fait, ces deux certifications sont complémentaires, hein, ok? Même si, bah, en fait, la première, elle est destinée que ce soit pour les data scientists, hein, ou pour les testeurs qui travaillent dans des entreprises qui développent, en fait, des modèles IA en interne, que ce soit des SLM ou des LLM, etc. Ben, ici, sur ICQB Certificate Tester, AI Tester ou Tester IA, ben, ici, on va avoir, en fait, hop, ben, du coup, ben, déjà, en fait, on est sur deux versions chevauchées pour le moment. Une version V1 qui est toujours valable jusqu'à novembre. Il y a la V2 qui vient de sortir. On va commencer dans les formations à partir du T4. Ben, sur la V1 qui est toujours en fait en production pour le moment, on va avoir en fait tout ce qui est qualité liée à l'IA, comment développer des modèles de machine learning, quels sont les niveaux de test spécifiques, quelles sont les techniques de test spécifiques pour tester les modèles et quelles sont les métriques de performance pour qu'on puisse évaluer ces systèmes-là et aussi quelles sont les nouvelles techniques apportées par rapport à ceux que vous avez déjà vus dans Foundation, etc. Ben, AI testing, il est destiné pour les testeurs ou les data scientists ou les développeurs qui vont venir développer et tester des modèles IA. Après, même si vous n'êtes pas dans ce contexte-là, ça reste une bonne culture générale. Et puis, en fait, là, ISTQB Gen AI, ou tester avec l'IA générative, ben, la première, c'est une formation de 4 jours avec un examen de certification qui dure 1 heure. Il y a 47 points, il y a 31 points pour réussir, en fait, minimum, 65%. Et puis, le temps pour l'examen, c'est 60 minutes. Et puis, il y a 27 minutes, 27% qui se rajoutent, c'est-à-dire 15 minutes pour les personnes soit non natives de langue française, soit ceux qui sont en fait un handicap. C'est-à-dire une attestation RQTH valide du gouvernement. Pour STQB génératif, une formation en fait de 2 jours. Sur ces formations en fait de 2 jours, c'est conséquent, donc théorie et pratique, hein, comme a dit Safouane. Et puis à l'issue de la formation, bah, vous allez venir commander votre examen. Ok, bah, vous aurez Safouane qui va vous envoyer votre voucher, ok, d'examen. Et sur le voucher d'examen, bah, l'examen il est aussi de 40 questions. En tout, il y a 46 points. Et puis, pour réussir, c'est minimum 30 points. Que ce soit sur celle-là ou celle-là, ce que vous avez remarqué, c'est que le delta est assez conséquent. C'est-à-dire qu'ici, il y a un delta de 16 points, ici, il y a un delta de 16 points aussi, hein. Ça veut dire qu'ici, la marge d'erreur, elle est assez pas mal. Et puis, nos taux de réussite, ils sont aussi, en fait, assez bons, ok, sur ces deux certifications-là, que ce soit aussi pour les autres, hein, Foundation, Test Analyst, en fait, ou Test Manager, etc. Et juste un point que je souhaite insister, pour en fait les formations ISTQB mis à part Foundation, il faut en fait un minimum en fait d'expérience en test logiciel, c'est-à-dire 6 mois minimum. Vous avez expérimenté le test, en fait, un stage, le travail, etc. Avoir ISTQB Foundation comme prérequis aussi, comme certification, non pas que la formation. Et pour ISTQB euh, AI en fait testé, ou testeur IA, faut avoir en fait aussi un peu d'appétence, ok, sur cette thématique-là de développement d'IA. Comme ça, ok, vous serez focus en fait à la formation. Ce que je peux vous dire par rapport à ces deux certifications-là. Et je te rends la parole, Stéphane. Merci beaucoup, Mehdi. En tout cas, voilà, les deux certifications voilà, liées directement qui ont été en tout cas présentées par le GASC ISTQB. Donc là, on a fini notre webinaire d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions, bon, on va s'arrêter là.
Sinon, voilà, vous pouvez toujours continuer à nous contacter avec les moyens que vous connaissez déjà, l'email et le numéro de téléphone. Merci beaucoup. Merci Mehdi, encore une fois. Un plaisir pour moi. À Et bientôt. une bonne soirée Bonne soirée. et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.